Je tenais à remercier d'abord les organisateurs pour m'avoir invité à parler aujourd'hui et à présenter donc mes travaux. Voilà, donc pour commencer, une petite introduction rapide. Ce qu'on va retenir durant tout l'exposé, en gros, c'est la philosophie, de ce que j'ai développé. On va toujours retenir deux choses. Donc, premièrement, on va supposer qu'on s'intéresse à une performance, par exemple, une performance aéronautique, longueur de décollage, masse de l'avion. Donc, c'est symbolisé par une variable Y. Et nous, dans la vraie vie, on dispose que d'un échantillon fini de mesure. D'accord ? Donc, si on dispose, vu qu'on dispose d'un échantillon, ça veut dire que la mesure en elle-même de la variable Y intrinsèquement est variable, il y a une variabilité. D'accord ? Typiquement, on fait décoller un avion et on mesure par exemple ce qu'on appelle la distance franchissable, donc la longueur avec le plein de kérosène, la longueur que l'avion a pu effectuer avec le même plein de kérosène. On ne va jamais trouver la même longueur, une distance. Donc c'est ce que j'appelle par exemple l'échantillon Y1, Yn de valeur. Voilà. Donc ça c'est la vraie vie. Ensuite, en soute, si je puis dire, qu'est-ce qu'on a ? On dispose en fait de modèles numériques, modèles mathématiques, qui vont justement modéliser ces performances-là. Donc un modèle, comment on le définit ? Donc on a un modèle H ici, donc typiquement c'est la fonction mathématique, la fonction numérique ou le code de calcul, qui va prendre une entrée du bazar et qui va balancer ici une sortie. Donc typiquement la performance modélisée. Alors comment on peut modéliser donc les entrées de ce modèle vont être en fait scindées en deux sous-ensembles d'entrées. Il y a tout d'abord des inputs grand X ici qui sont en fait des variables, au lieu d'être déterministes, sont en fait des variables aléatoires. Elles représentent en fait la méconnaissance qu'on a sur certains paramètres en entrée par exemple. Typiquement, je sais pas, je parlais de la quantité de carburant, typiquement. On ne va pas dire qu'on a tant de tonnes de carburant, mais on va mettre une loi de probabilité, puisqu'on n'est pas sûr, par exemple, de la quantité de carburant lorsqu'on fait la modélisation. Et il y a aussi des paramètres. Voilà. Des paramètres, par exemple, la poussée moteur ou la taille ou la surface de la voilure de l'avion, par exemple. Donc, étant donné donc, des variables incertaines x et des paramètres θ, on plug ça dans notre code de calcul et ça doit nous sortir donc une performance Y. Et je fais remarquer ici que la performance Y est aléatoire. Pourquoi ? Elle est due à la propagation de l'incertitude qu'on a eue sur les variables incertaines. Donc ça en gros c'est la petite nouveauté qu'on essaie d'introduire aujourd'hui donc, chez ADS Innovation Works, mais qu'on prétend étendre en fait à tout type de modélisation, puisque la vie n'est pas déterministe, il y a plein d'incertitudes, et nous ce qu'on veut développer c'est la prise en compte de cette incertitude et comment est-ce qu'elle intervient pour l'estimation de telle ou telle performance. Typiquement, une étude de sensibilité par exemple, de la sortie par rapport à la méconnaissance sur certaines variables ici. Le propos exact d'aujourd'hui, c'est en fait, étant donné une incertitude x, donc on la fixe, c'est en fait estimer un paramètre θ, d'accord, du modèle, qui peut être par exemple simplement des paramètres de calibration du code de calcul. Donc l'estimer à partir des mesures réelles, par exemple des mesures obtenues en vol, par exemple. Et donc, c'est ce que je vais expliquer tout au long de cet exposé. Voilà. Un exemple de modèle complexe incertain. Donc voici ici un exemple de ce qu'on appelle une mission avion. Une mission avion, c'est quoi ? C'est entre autres, en entrée par exemple, donc on a des variables incertaines et les paramètres. Donc un exemple de variable incertaine, j'ai donné par exemple la masse à vide de l'avion. Et toute autre caractéristique, par exemple, c'est des choses dont on ne peut pas dire la masse à vide de l'avion vaut 100 tonnes, non. On va dire ça vaut, c'est une variable aléatoire, par exemple, qui a pour moyenne 100 tonnes et certains écarts types. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble de variables aléatoires. Et par exemple, les paramètres θ, c'est typiquement la poussée maximale moteur et la surface de la voilure, par exemple. Et c'est ces paramètres-là, par exemple, qu'on va vouloir estimer. D'accord ? Mais étant donné un jeu de paramètres là, donc θ va vivre dans un espace grand θ que je vais supposer compact,
Et ici, j'ai une variable aléatoire. En fait, cette incertitude, je vais la modéliser par une variable aléatoire qui va appartenir à un certain espace probabilisé, qui va me servir d'effectuer mon analyse probabiliste. Donc, une fois qu'on a plugué ça sur toute cette modélisation-là, on a donc ici en sortie les longueurs voulues, enfin les performances voulues, donc soit une vitesse d'approche, soit une longueur de piste, etc. etc. Des grandeurs d'autant plus importantes qu'elles vont nous permettre de dimensionner notre avion, par exemple. Ou de dire si tel ou tel avion peut atterrir, par exemple, à tel ou tel aéroport. Donc voilà, et ensuite, j'en parlerai pas, mais il est possible en fait, puisque tout ce code de calcul prend énormément de temps en fait à tourner. Et donc en fait, on va simplifier entre guillemets ce code de calcul en donnant plus ou moins d'importance à certaines disciplines, d'accord ? Puisque ce code de calcul-là intègre la quasi-totalité des disciplines aéronautiques, l'aérodynamisme, le moteur, toute discipline. Et donc on peut se permettre de choisir plusieurs modèles, voilà, pour calculer notre performance. Et donc il est important de qualifier un modèle. Également, je vais en parler tout à l'heure, à savoir est-ce que ce modèle est représentatif ou pas de la réalité, puisqu'on peut toujours prétendre avoir un modèle, mais les performances qu'on va calculer sont calculées par des modèles, c'est pas la vraie vie. Et comment on peut qualifier des modèles? Donc je donnerai quelques mots à la suite de cet exposé. Voilà. Alors, complexe système versus donc un certain complexe système. Donc, ce qui est fait classiquement, c'est qu'on a des modèles donc déterministes, c'est-à-dire qu'en fait, les paramètres X ce sont juste des paramètres voilà, à fixer. Par exemple, la quantité de carburant vaut tant. Et on cherche juste à faire par exemple de l'estimation paramétrique sur le θ. Voilà. Et nous, on essaye en fait donc de voir ce qui se passe lorsque le petit x devient en fait un grand X, donc une variable aléatoire. Et là, en fait, bizarrement, il y a tout qui bouge. Toute la partie estimation va bouger, puisqu'on va être dans le domaine de l'aléatoire cette fois-ci. Donc on aura toutes les techniques d'optimisation et toutes les techniques d'estimation de paramètres vont être à revoir. Et il va falloir développer de nouveaux algorithmes de manière pratique pour estimer ces paramètres θ. Donc un cas trivial, ce que j'appelle le cas trivial, c'est par exemple donc mon code de sortie, donc mon output h de xθ, c'est une variable aléatoire qui va être donc complexe, puisqu'elle va être le résultat d'un calcul d'un code très compliqué. Donc on ne peut pas calculer, enfin on ne peut pas décrire explicitement son aléa, on ne peut pas décrire explicitement sa distribution de densité par exemple. Le cas trivial, c'est si par exemple on pose un modèle sur la sortie aléatoire, on dit par exemple je prétends que c'est une gaussienne. Bon, là c'est faire un a priori sur le modèle que nous on ne va pas faire, parce qu'on prétend qu'on a un modèle qui est boîte noire, on l'a vu tout à l'heure, qui est très compliqué. On ne peut pas dire juste la sortie de mon modèle est une gaussienne. D'accord ? Nous, ce qu'on va faire, on va laisser vivre le calcul. Et on le verra par la suite. Donc on va laisser le code de calcul vivre avec son aléa grand X, et on ne va pas mettre un a priori sur la sortie. Donc voilà. Donc en fait, le souhait, c'est tout d'abord caractériser donc, les sources d'erreurs de modèle. Donc, qu'est-ce qu'une erreur de modèle et comment la qualifie-t-on? Et ensuite obtenir ces bornes-là, d'accord? Donc typiquement l'erreur totale d'un modèle H par rapport à de la réalité. Pour nous, la réalité, c'est simplement en fait des mesures. Donc essayer d'exhiber une espèce de distance qui mange donc un modèle qui appartient à un certain espace de fonction, on verra après. Essayer en fait de trouver une borne supérieure, par exemple, de l'erreur totale du modèle, et décomposer cette erreur-là en fait en une erreur physique. Donc typiquement c'est la distance de notre modèle par rapport à la vraie vie, par rapport à la réalité, plus une distance liée au numérique, puisque par exemple on va résoudre des équations dérivées partielles, mais on va le faire numériquement. Donc on a la solution théorique et la solution pratique. Donc là il y a une seconde erreur qui est l'erreur numérique, et aussi une erreur statistique qui est due donc à notre base de données au début. D'accord, notamment le nombre de données de mesure qu'on a. Philosophiquement, l'erreur statistique va décroître en fonction de la base de données que j'ai. Le tout est de calculer ensuite la vitesse de décroissance, etc. Donc voilà.
Donc les contributions donc, de mes travaux, ça a été juste apporter donc, un cadre théorique pour cela, et donner donc, des algorithmes pour estimer les paramètres dans ce cadre-là, dans le cadre justement incertain. Donc ce cadre-là, justement, trouve son application dans la plupart des déchets industriels, hein, d'accord, là vous les avez cités ici. Particulièrement donc, chez nous, donc voilà, moi je m'intéresse en fait principalement à deux thématiques, qui est en fait donc, le design d'un avion, d'accord, où je travaille aussi avec les avant-projets d'Airbus, et également un électromagnétisme, où on va en fait étudier l'impact des champs électromagnétiques sur un avion. Voilà. Donc par exemple, pour le design d'un avion, il y a deux quantités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux quantités qui vont être importantes. Donc c'est la surface de la voilure et la poussée moteur. Et le but, c'est à partir de données d'avions précédents, par exemple de l'A320, essayer de prédire certaines performances sur par exemple le 350, le nouvel avion qui va sortir bientôt, j'espère. Donc voilà, donc ça c'est une stratégie de prédiction, donc prendre les modèles avant, les calibrer, et pour prédire des choses sur le nouvel avion, parce qu'un avion il a toujours deux ailes, oui, un fuselage, voilà. Donc on se dit qu'en fait en faisant simplement de la calibration, on espère que notre prédiction reste fidèle. Voilà. Et tout ça, on veut le quantifier mathématiquement, théoriquement. Donc ça, c'est pour la prédiction. Ensuite, il y a de l'identification. Donc typiquement, un champ électromagnétique qui tape sur un avion. Donc typiquement, les champs électromagnétiques qui font mal, c'est la foudre, par exemple. Ici, ça va être plus un problème inverse. Autrement dit, le θ, on ne va pas le voir comme un paramètre de tuning, d'accord? On va vouloir tuner. Le paramètre θ, c'est vraiment, par exemple, le paramètre qu'on va vouloir estimer. C'est vraiment l'observable. Par exemple, ici, on prend des mesures avions, d'accord, qu'on a eu lors d'une décharge de foudre, et on va vouloir en fait reconstruire le signal, caractériser le signal foudre. Quel endroit de l'avion a été tapé, quelle est son intensité, l'angle de frappe, etc., etc. Donc là, c'est à partir des données de mesure, vous vous rappelez des YN, YN, et à partir du code de calcul qu'on a qui modélise la foudre, donc on a des codes à l'interne, essayer de, par une méthode inverse, donc, que je vais proposer, essayer en fait d'inférer le paramètre θ, donc typiquement qui correspondrait, on l'espère, à des caractéristiques de la foudre. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter le cadre général de ce formalisme. Donc on part de données qu'on va supposer de mesures Y1, YN, qui appartiennent à un certain espace Y. Donc on va supposer qu'en fait, ces variables-là sont identiquement distribuées selon une mesure Q, d'accord? On dispose donc d'un code de calcul H, donc c'est par exemple un code de calcul mathématique. Nous on va supposer que c'est un code boîte noire, d'accord? Autrement dit, on met une entrée et on a une sortie. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais utiliser ce caractère boîte noire. Et on va demander à ce qu'on puisse faire assez de simulations, pas mal de simulations, d'accord? Je vais voir, on verra après comment s'affranchir du fait que le code de calcul, par exemple pour un run, prend 1 heure. Donc il y a des techniques de phase de réponse approchée qui vont nous permettre de pallier à ce problème. Ensuite, donc, je travaille avec une variable aléatoire qui appartient à un certain espace probabilisé ici, d'accord, où je mets un poids sur mon espace. Le poids P, je le suppose en fait connu ou pas. Dans le cas où il n'est pas connu, je suppose que j'ai plusieurs entrées x1, xm. On le verra après. Donc il y a deux problèmes, je les rappelle ici. Donc le problème de caractérisation physique, par exemple. Donc c'est vraiment estimer le θ par rapport à des mesures, d'accord. Donc c'est simplement, par exemple, ici la surface de la voilure ou la taille moteur. Ou alors on a un problème de prédiction. On va vouloir calibrer simplement le θ pour calculer des performances, autrement dit, calculer des performances, modéliser des performances. Mais dans les deux cas, on doit passer par l'estimation de θ. C'est pour ça que aujourd'hui, je parlerai que de l'estimation de θ. Voilà. 5 minutes, d'accord. Je ne vais pas m'attarder ici sur les définitions et les outils que j'utilise, si ce n'est qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la variable aléatoire ici, donc du coup on n'a plus un code déterministe, on a une variable aléatoire, et une variable aléatoire dispose de caractéristiques
elle dispose par exemple d'une densité, elle dispose d'une moyenne, donc c'est ce que j'appelle ici, donc on a l'espérance de x ou la loi x, l'espérance de la sortie du code de calcul, la distribution entière, c'est une information qui est exhaustive puisqu'elle décrit totalement l'aléa de la sortie de mon code de calcul, alors qu'ici, par exemple, c'est une information partielle, on dispose que de la quantité moyenne de la sortie de mon code de calcul, soumis à l'incertitude x. Donc en fait, je vais construire là, ici, de proche en proche, une quantité, un risque qui va me permettre en fait de faire mon optimisation, d'accord? Mon optimisation θ. Un risque qui va lier la sortie de mon code de calcul sous θ et l'incertitude x avec la vraie performance y que je devrais obtenir. Donc je ne rentre pas dans les détails sur le contraste. Pour ceux qui s'intéressent, ils pourront voir le papier qu'on a soumis, qui est sur HAL. Quoi qu'il en soit, on se ramène, il faut retenir cela, on va se ramener en fait à minimiser un risque, d'accord? Un risque, ce risque-là prend cette forme, on n'est pas obligé de retenir ça, mais simplement on va dire que le θ doit minimiser ce risque, et en fait, qu'est-ce que ça représente ce risque? On va regarder surtout l'exemple ici, d'accord? Ce risque-là, θ par exemple, on va pouvoir le minimiser selon plusieurs formes. Par exemple, on veut optimiser le θ tel que, alors, ρ de hθ, c'est, je ne l'ai pas noté ici, c'est l'espérance de la sortie de mon code de calcul sous θ. Donc autrement dit, je veux le θ tel que l'espérance de mon code de calcul soit proche de l'espérance de ma vraie observation. Je peux aussi vouloir minimiser le θ tel que la densité de mon code de calcul soit proche de la densité de mes observations que j'ai eu en vol. Ou alors, ici, toujours avec la densité de mon code de calcul soit proche de la densité de mes observations f, mais cette fois-ci en normal 2. Là, en fait, KL, c'est la divergence de Kullback-Leibler, c'est une métrique sur les densités. Donc il y a toute une routine, plein de manières d'estimer le θ. Et ce risque-là, en fait, donc, a bien un sens de minimiser ce risque, puisqu'en fait, on minimise des distances. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait hein? Donc, vraiment, philosophiquement, on a des points de mesure en rouge ici, c'est des mesures faites en vol, et sous le paramètre θ, sous un paramètre quelconque θ, notre code de calcul nous envoie des points de simulation ici. Nous, c'est pas ce qu'on voudrait, Ce qu'on voudrait, c'est estimer un paramètre θ, tel que notre code de calcul, un θ chapeau, tel que notre code de calcul, en fait, nous fournisse plein de points de manière à recouvrir tout d'abord l'espace de mes mesures, et puis aussi de distribuer de manière équivalente à mes mesures. Pourquoi faire ça? Puisque les données de mesure sont limitées, on ne peut pas lancer 20 avions comme ça pour s'amuser, mais par contre on peut faire des simulations intensives. Donc si on arrive à prouver que notre modèle est fidèle à la réalité, on peut simuler intensivement des points bleus pour pouvoir prédire quelques quantités d'intérêt. Là je passe ça parce que ça me prend trop long. Donc ça c'est les différents algorithmes que je propose. Il y en a 3, mais il y en a plusieurs en fait. Il y a autant d'algorithmes qu'on veut, quasiment. J'étudie aussi en fait la différence de ces algorithmes. Et donc en fait je prouve ce théorème là, où en fait donc on prend le θ chapeau, donc qui est le résultat de notre algorithme d'optimisation. Et en fait ça s'appelle une inégalité oracle. Pourquoi? Puisque je vais calculer le risque de ce paramètre-là. Donc typiquement, θ chapeau, θ est fait normalement pour minimiser ce risque, d'accord? Et en fait, ici, c'est une inégalité oracle. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'on sera toujours plus grand que ce risque-là, d'accord? On sait qu'on sera toujours plus grand que ce risque-là. Mais ici, par ce terme ici d'erreur, j'arrive à contrôler ma procédure d'estimation de θ. D'accord? Ici, on a toujours que ça, c'est supérieur à cette quantité-là. Mais on a prouvé que c'était inférieur à cette quantité plus un terme résiduel. Et ce terme résiduel, il décroît, en fait, avec mon nombre d'observations n. N, c'est mon nombre d'observations. Et m, c'est mon nombre de données simulées. D'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, ça décroît avec ma base de données, mais ça dépend de la régularité de mon code de calcul. D'accord? Ça dépend de la régularité de mon code de calcul et la régularité de ma phase d'optimisation. Donc je donne un petit exemple ici, donc c'est juste pour jouer. Ici, en rouge, j'ai la densité de ma vraie performance, d'accord? En vert, j'ai simplement l'information que j'ai sur mes mesures, et en bleu,
j'ai la densité que me donne mon code de calcul, paramétré par un θ, par un certain θ. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on augmente notre base de données, ben en fait, on arrive à améliorer, par notre code de calcul, à améliorer l'estimateur vert ici, qui correspond à l'estimateur basé uniquement sur les mesures. Puisque je rappelle que les mesures sont en nombre très limité, et c'est pour ça qu'on veut utiliser un modèle justement pour apporter beaucoup plus de données. Mais beaucoup plus de données, il faut que ces données encore soient fidèles. Donc dans ce cas ici joué, ces données-là sont fidèles, et en fait on a prouvé donc, par le théorème précédent que sous quelles conditions ces données-là étaient fidèles. Sous conditions de modèle, de proximité par rapport à la réalité, etc. etc. Je ne parle pas de l'effet de la dimension, d'accord, de la dimension, ça prendrait trop de temps, mais en gros la dimension de mon incertitude au début joue un rôle néfaste sur mon risque, ça explose. Bon, pour s'en apercevoir, en fait, il faudrait montrer qu'il faudrait une inégalité, mais à gauche aussi, d'accord, pour montrer que cette erreur-là, cette erreur statistique, explose dans l'infini à la dimension de mon incertitude du début, d'accord. Si on a énormément de variables incertaines au départ, notre algorithme va avoir du mal à converger. Voilà, je vous remercie pour votre attention.